Bonjour à tous et merci d'écouter VOA Afrique. C'est votre santé, votre avenir qui commence à ce micro. Je suis Rosine Mounezero et Mohamedou Oumfa est avec moi pour la coprésentation. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rosine, bonjour à tous. Cette semaine, nous parlons de la vaccination en République démocratique du Congo. Pour augmenter la couverture vaccinale dans le pays, les autorités viennent de lancer un plan d'urgence de la vaccination et surtout d'ouvrir un centre de stockage des vaccins près de la capitale. C'est un grand dépôt avec des chambres froides modernes, des entrepôts modernes qui va permettre de conserver une grande quantité de vaccins pour préserver la qualité. Et pour atteindre l'objectif de vacciner 220 000 enfants supplémentaires d'ici 2020, les autorités devront aussi combattre les idées reçues sur les vaccins. Il arrive également qu'il y ait certaines sectes religieuses qui arrivent à l'interdire. C'est comme ça que vous trouverez certains parents qui n'arrivent pas à libérer facilement leurs enfants. Dans cette édition, un spécialiste rassure. Un vaccin, c'est vrai, c'est un microbe que l'on donne, mais dont le pouvoir pathogène, le pouvoir de déterminer la maladie a été diminué dans des conditions de laboratoire. Plus de détails dans la suite de ce programme. Mais pour commencer, voici l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. L'actualité santé, c'est avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. Commençons par la RDC avec la libération provisoire des responsables d'un laboratoire pharmaceutique accusés de produire de faux médicaments. Oui, Rosine Karkera Premanata, directeur général de la société Zenoufa, et Barthélémy Chikaya, pharmacien responsable de la même société, ont obtenu une libération provisoire après 5 jours de détention. Ces deux hommes sont accusés de contrefaçon de la quinine utilisée contre le paludisme en RDC. Le directeur général et le pharmacien en chef de Zenoufa ont obtenu du parquet une libération provisoire contre paiement d'une caution à confirmer un magistrat du parquet de Kinshasa sans en préciser le montant. Ils sont rentrés chez eux depuis mercredi dernier parce qu'ils ont donné des garanties suffisantes qui répondront à toutes les convocations du parquet, a-t-il ajouté. Ils sont libres, mais l'affaire continue, Firmin. Oui, Rosine, mais la justice n'a pas précisé si ces deux responsables seront déférés devant un tribunal. Premanata et Chikaya sont accusés par le conseiller spécial anticorruption du président Joseph Kabila de contrefaçon de la quinine, concurrence déloyale et faux et usage de faux. Précisons que Zenoufa est une société indienne de fabrication de produits pharmaceutiques installée en RDC depuis 1998. Considérée comme le remède le plus efficace contre le paludisme en RDC, la quinine est l'un des produits phares de la société Zenoufa. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Rendons-nous au Burkina Faso pour parler d'un projet de lutte contre le paludisme, le projet Target Malaria. Oui, il s'agit de lâcher des moustiques mâles génétiquement modifiés pour qu'ils s'accouplent avec des femelles sauvages normales et donnent des œufs qui n'arrivent pas à maturité et donc ne sont pas viables. Selon le docteur Abdoulaye Diabaté, chercheur principal de Target Malaria, une organisation à but non lucratif, cela permettra de réduire considérablement et en un temps rapide des populations entières de moustiques et contribuer à l'élimination du paludisme. En septembre dernier, le projet a reçu l'autorisation de l'Agence nationale de biosécurité pour procéder à des lâchers de ces moustiques génétiquement modifiés sur 2 sites d'études. Le projet est cependant critiqué dans le pays. Pourquoi, Firmin ? Le collectif citoyen pour l'agroécologie, regroupant une 60aine d'organisations, est radicalement contre le projet. Ce collectif estime que la technologie à laquelle Target Malaria veut arriver est un forçage génétique qui va amener les moustiques à disséminer un trait de caractère qui va descendre et contaminer toute la descendance de l'espèce. Cela est dangereux parce que l'organisme du moustique pourrait héberger d'autres types de maladies, d'autres types de résistance par rapport au paludisme, estime le coordonnateur du collectif Ali Tapsoba. Le collectif critique aussi les méthodes qui mettraient en péril ceux qui travaillent dans le projet. Il dénonce notamment l'emploi des captureurs, des jeunes qui doivent se laisser piquer afin de pouvoir capturer les moustiques à l'aide des tubes. Ce sont des cobayes humains, dénonce le collectif qui va introduire un recours devant un tribunal pour annuler l'autorisation délivrée par l'Agence nationale de biosécurité. Et sur place, la tension monte entre partisans et adversaires du projet.
Les habitants et notamment les captureurs pour qui Target Malaria est une source de revenus ont peur qu'on supprime le projet. Des équipes de journalistes ont été repoussées par les populations alors que le collectif a essuyé des menaces. Dans le village de Bana, 2 à 3 personnes avec des jeunes captureurs nous ont empêchés d'avoir accès au village et nous ont formellement interdit d'interroger qui que ce soit. Autrement, nous ferons l'objet d'agressions physiques. Dans cette atmosphère, nous avons quitté les lieux, a dit M. Tapsoba. Pour lui, les populations ignorent l'enjeu de ce projet et ses conséquences, alors que d'autres même ignorent la présence d'un tel projet dans leur localité. Il est aberrant et impensable que l'Agence nationale de biosécurité donne une autorisation de lâcher des moustiques sans un débat public, dénonce M. Tapsoba. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Et pour terminer cette page d'actualité, quel est le bilan de la situation de l'épidémie d'Ebola en RDC? Au 25 octobre 2018, le ministère congolais de la Santé a recensé 216 cas confirmés. Il y a eu 127 décès parmi les cas confirmés et 67 personnes sont guéries. Plus de 22 326 personnes ont été vaccinées. En raison du nombre important de personnes à vacciner, des équipes supplémentaires de vaccinateurs sont en cours de formation à Kinshasa et Butembo. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Comme nous vous l'avons annoncé au début de ce programme, cette semaine, nous parlons de la vaccination en République démocratique du Congo. Le 10 octobre dernier, les autorités congolaises ont inauguré un grand entrepôt de stockage de vaccins de 6000 mètres cubes situé à Kinkole, à 40 km de la capitale Kinshasa. Il devrait permettre d'augmenter la disponibilité des vaccins dans le pays. Dans la même mouvance, le ministère congolais de la Santé annonce un plan d'urgence pour la relance de la vaccination systématique en RDC. Un plan qui permettrait de vacciner au moins 220 000 enfants supplémentaires au cours des 18 prochains mois. Pour parler de tout cela, nous recevons comme invité le docteur Michel Niemboué Kalala. Il est chargé de la surveillance au programme élargi de la vaccination en RDC. Au micro de notre correspondante Béron Matanda, il commence par nous expliquer l'importance du nouveau centre de stockage de Kinkole. Dans les contextes de maladies tropicales, de pays en voie de développement, il y a beaucoup de maladies infectieuses. Alors le vaccin permet de prévenir plusieurs maladies, notamment la rougeole, la poliomyélite, les infections respiratoires aiguës, les pneumocoques et tout ça. Alors le vaccin doit être de qualité, doit être bien stocké. Avec l'appui de Gavi, Gavi c'est l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, Gavi a appuyé les pays à construire ces dépôts qui va pas servir pas seulement pour la vaccination, mais autres médicaments. Alors, ce grand dépôt qui est l'un des plus grands d'Afrique, c'est un grand dépôt avec des chambres froides modernes, des entrepôts modernes qui va permettre de conserver une grande quantité de vaccins, c'est-à-dire pour préserver la qualité. C'était un entrepôt d'entrée d'abord, mais il y aura d'autres entrepôts délocalisés au niveau du pays, à Lubumbashi et à Kisangani. Tout ça, l'objectif, c'est quoi? C'est de rendre disponibles les vaccins auprès des enfants et des femmes qui constituent la population la plus vulnérable dans la santé publique. Le gouvernement vient aussi d'annoncer un plan de relance systématique de la vaccination. En quoi consiste ce plan exactement? Ce plan de revitalisation de la vaccination, appelé initialement plan Marshall, mais maintenant nous l'appelons plan Machako. Son Excellence, le ministre Machako a été paix à son âme, un des grands animateurs de la vaccination, lui-même professeur de pédiatrie. Ce plan, c'est un plan, comme vous avez dit, de revitalisation de la vaccination des routines, c'est-à-dire chaque enfant qui naît doit, avant son premier anniversaire, être vacciné complètement. Malgré les efforts, avec le contexte du pays, il y a des coins d'accès difficiles, des tas de routes, et les coins où il y a l'insécurité, il y a des enfants qui n'ont pas toujours accès au vaccin de la même façon. Ce plan a pour objectif d'augmenter d'au moins 15 points le score actuel de la vaccination en ciblant des provinces prioritaires. Ces provinces-là, quand elles seront ciblées, il y aura un effet d'entraînement. Je crois qu'il y en a 7 provinces qui sont ciblées par ce plan. Ce plan de revitalisation met beaucoup plus l'accent sur l'équité,
mais beaucoup plus l'accent aussi sur la redevabilité des provinces. Vous savez que depuis 2006, il y a la décentralisation dans notre pays. Il faut que les provinces, qui sont des entités décentralisées selon la constitution en vigueur de la RDC, puissent se sentir responsables de la vaccination des enfants. Le vaccin, quand il arrive ici, on fait un effort pour le faire arriver au niveau des chefs-lieux. Mais quand ça arrive au niveau des chefs-lieux, que chaque province, dans son budget, puisse faire en sorte que le vaccin arrive à Makanza, arrive à Lilanga Mapoko, ça arrive à Lubero. Donc, vous savez, nous avons 500 zones de santé. Alors, il y a un grand challenge par rapport à tout cela. C'est ça un peu le plan de revitalisation, qui sera aussi appuyé d'abord par le gouvernement, ensuite par les partenaires Gavi, OMS, UNICEF. Mais quand vous parlez de provinces prioritaires, est-ce que les enfants qui vivent dans les provinces prioritaires sont plus importants que ceux qui vivent dans des provinces que vous appelez peut-être non prioritaires? Non, quand on dit prioritaire, c'est par rapport à la vulnérabilité. C'est-à-dire que ce sont des enfants des provinces où on fait des analyses, n'est-ce pas? Nous avons les données de tous les pays. On remarque que dans ces provinces-là, les enfants n'ont pas reçu le vaccin, peut-être parce qu'ils habitent dans des coins difficiles d'accès, ou soit la population n'est pas bien informée. Et est-ce qu'on peut connaître les vaccins qui sont offerts en République démocratique du Congo? Les vaccins, aujourd'hui, qui sont inscrits au calendrier, à la naissance, un enfant reçoit le BCG, la vaccination contre la tuberculose. Et avant que l'enfant soit de la maternité, on lui administre aussi la dose qu'on appelle 0 de VPO, des vaccins polio oral. 45 jours après, c'est-à-dire à 6 semaines, l'enfant vient recevoir maintenant les injections que les mamans appellent de la cuisse. Et là, il reçoit le pentavalent, c'est-à-dire que ça protège contre l'hépatite B, contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et le méningite à hémophilus. Après le vaccin pentavalent, quand on dit penta, en latin c'est 5, ça protège contre 5 choses. Okay? Alors, il y a des PCV 13, des vaccins conjugués contre la pneumonie, qui protègent l'enfant contre 13 types de pneumonie. Oui, c'est beaucoup d'avantages, puisque un enfant qui est vacciné, il ne va pas faire toutes ces maladies. Le même jour aussi, l'enfant reçoit la toute première dose de VPO. Nous avons dit à la naissance, c'était la dose 0. On donne maintenant encore la dose orale de vaccin anti-polio bivalent. Il les protège contre les types 1 et les types 3 de la polio. À 14 semaines, c'est-à-dire un mois après, l'enfant recevra cette fois-ci aussi les mêmes vaccins contre la polio, contre l'hépatite, tout ça. Mais en plus, on nous lui donne un vaccin spécial contre la polio, ce qu'on appelle le VPI. Les vaccins inactivés. Celui-là, on le donne dans la cuisse. C'est une injection. Alors, c'est pour renforcer davantage la protection contre la poliomyélite. L'enfant n'est pas encore complètement protégé. Il y a un vide qui va se passer entre 3 mois et demi. L'enfant reviendra, bien sûr, il va continuer avec la pesée. Mais les parents peuvent se fatiguer. Bon, allez, c'est mal à peser pour qu'on sache les kilos. Mais il y a beaucoup de parents qui sont soucieux de savoir si l'enfant a gagné des kilos. Et l'enfant peut revenir pour savoir, même s'il ne prend pas les vaccins, il va connaître ce qu'il augmente le poids. Mais les rendez-vous pour la vaccination, maintenant, c'est au 9e mois. Vous voyez, de 3 mois et demi au 9e mois, ça fait presque 6 mois où un parent doit se souvenir qu'il faut revenir donner à l'enfant les vaccins contre la rougeole et les vaccins contre la fièvre jaune. Et ça se donne au niveau des épaules, épaule droite, épaule gauche. Quand un enfant reçoit, c'est comme s'il devient général d'armée. Parce qu'au niveau des épaules, là, vraiment, on te dit maintenant tu es complètement vacciné. Docteur, est-ce que vous êtes satisfait du taux de couverture vaccinale en République démocratique du Congo? Dernièrement, à la réunion de gestionnaire du PEV d'Afrique centrale, c'était à Djamena, la RDC a été félicitée pour le progrès, dans le sens de l'augmentation. Mais en principe, selon les orientations globales, il faut qu'un pays atteigne au niveau national au moins une couverture de 90%. Et chaque zone de santé doit avoir au moins 80% d'enfants vaccinés complètement. Mais nous sommes en train d'atteindre déjà les 80 quelques. Et la couverture à ce jour est à 84,7% pour un antigène de référence qu'on appelle le pentavalent. Mais il faut noter que des données qui manquent, mais la couverture est en hausse, mais avec beaucoup de défis. Des défis liés à l'accessibilité, des défis liés à l'insécurité. Il faut féliciter les ressources humaines. En RDC, les gens ont beaucoup de volonté, au péril même de nos vies, parce que les gens sont parfois sur des lacs, dans des embarquements. Surtout quand vous faites le sud de l'Équateur, c'est en pirogue. Est-ce qu'il y a des actions que le ministère de la Santé mène pour améliorer le taux de couverture vaccinale des enfants en République démocratique?
Oui, la construction de ces entrepôts. C'est pour rendre les vaccins disponibles. Le PEV a fait un effort. Plusieurs centres de santé aujourd'hui ont au moins un réfrigérateur. Avant, vous avez dans les zones de santé, il n'y a qu'un seul réfrigérateur. Mais maintenant, les centres de santé, en tout cas plus de 50%, on est tenté d'atteindre bientôt 80% de structures ont un réfrigérateur, c'est-à-dire capable de conserver le vaccin. Alors, ça va permettre davantage d'organiser des séances de vaccination et on aura plus d'enfants protégés. On améliore aussi en investissant dans les ressources humaines, on forme, on supervise les acteurs, n'est-ce pas? La validation, la qualité des données, les analyses perpétuelles que nous faisons, c'est pour améliorer. Pour finir, docteur, au sein de la population, il y a encore plusieurs parents qui hésitent pour plusieurs raisons. Vous, en tant que médecin, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette catégorie des personnes? Moi, j'étais dans le Olomami. Nous avons tenu une réunion avec les leaders des églises négro-spirituelles là, qui refusent la vaccination, disant que ce sont des trucs pour éliminer les Noirs. Non. Je leur ai démontré noir sur blanc avec les images du premier enfant qui a été vacciné dans le monde. C'était un enfant écossais. L'enfant James Witt. C'est pas un Congolais. Je leur ai montré la photo de la toute première vaccination vers les années 1796. C'était un enfant blanc. Et je leur ai démontré que le vaccin, pour être mis sur le marché, l'unité de commandement, ça passe au niveau de Genève. Celui qui signait les documents pour qu'un vaccin soit mis sur le marché, c'est un Congolais, un médecin congolais, travaillant à Genève. Est-ce que quelqu'un peut avoir été formé pour finalement dire, bon, maintenant je vais tuer ma population? Alors, ce sont des fausses croyances, mais qui demandent des explications. Il y en a qui disent, pourquoi quand on va à l'hôpital, on paye, vous nous faites payer des fiches, mais pour la vaccination, vous nous suivez jusque dans la chambre à coucher. Ils doivent savoir, en médecine, il y a l'aspect prévention et l'aspect curatif. La prévention n'a pas de coût. Quand je dis à quelqu'un de se laver les mains après avoir été aux toilettes, il va me payer quoi? Alors, il y a les parents du monde qui me suivent, au nom du ministère de la Santé, nous demandons à tous les parents de nous faire confiance. Il y a l'éthique médicale. Donc nous, dans notre serment, en tant que médecin, nous avons juré de ne donner à nos patients que des produits pour lesquels nous sommes sûrs que ça a de vertus thérapeutiques. Comme tout produit qui entre dans le corps, le vaccin peut donner quelques effets. Vous imaginez, au cours d'une séance, un enfant peut recevoir 3 piqûres. Alors, vous voulez quoi? Cet enfant fera un peu de fièvre. Mais ce qu'on demande, il faut expliquer à la population que maman, cet enfant peut faire la fièvre. S'il fait la fièvre, donnez-lui du paracétamol ou de l'aspirine. Si la fièvre persiste, revenez à l'hôpital. La fièvre qui persiste, ça peut être une coïncidence avec une malaria que l'enfant avait, mais du fait que l'enfant a reçu le vaccin, il y a 2 jours, on va dire non, c'est le vaccin. Généralement, parfois, le vaccin est accusé, souvent à tort. Alors, l'enfant fait son palu, mais on dit non, la fièvre là, c'est la vaccination. Je pense que ce qui est important, c'est la communication, nous appelons la communication interpersonnelle. On prévient aussi les effets secondaires par de bonnes techniques, de bonnes pratiques. La sepsie, les infirmières doivent être bien formées pour qu'ils fassent de bonnes injections, pour éviter que les enfants d'autrui fassent des abcès. Parce qu'un parent, quand un enfant fait un abcès, prochainement, il ne va pas venir. Nous remercions le docteur Michel Niemboué Kalala. Il est chargé de la surveillance au programme élargi de la vaccination de la RDC. Il était au micro de notre correspondante Béro Matanda. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. L'inauguration de ce centre de stockage des vaccins et l'annonce du plan de relance de la vaccination systématique surviennent dans un contexte particulier. En effet, à cause de l'épidémie d'Ebola, plus de 22 000 personnes ont été vaccinées contre la maladie depuis le 8 août dernier. Une campagne de vaccination qui fait parfois face à des résistances farouches. Nous avons demandé à quelques habitants de Béni, l'un des foyers de l'épidémie, ce qui peut expliquer ces résistances et si eux sont prêts à faire vacciner leurs enfants. Voici quelques réponses recueillies par notre correspondant Erikas Mouissi. Il y a des maladies comme la rougeole, il y a des maladies, il y a même l'Ebola actuellement. Il y a plusieurs maladies pour lesquelles on peut vacciner les enfants. Et moi, je ne trouve aucun mal de vacciner les enfants. Vous le faites déjà. À ceux qui ne le font pas, vous pensez que les raisons, c'est lesquelles? Nombreuses sont ignorantes et d'autres ils se laissent, je ne sais pas, dominer par des rumeurs. En tant que femme, en tant que mère, je devrais les appeler toutes à faire vacciner leurs enfants. Ne pas le faire, c'est criminel, oui, parce que tu sais que ça peut tuer, mais tu refuses de faire vacciner ton enfant. C'est criminel.
Je crois qu'il faut vraiment vacciner les enfants parce que ça les prévient à beaucoup de maladies et il y a beaucoup d'enfants qui jouent dans la boue, dans beaucoup de saleté. Alors, pour le prévenir de beaucoup de maladies, il faut vraiment le vacciner. Ça doit être même obligatoire parce que nous sommes même face à une maladie appelée Ebola que beaucoup de gens négligent et ignorent et ne veulent même pas être vaccinés. Même les grandes personnes ne veulent pas être vaccinées, mais ils doivent le faire parce que c'est vraiment sérieux. On doit vraiment se prévenir. Il faut l'avouer, nous sommes dans une zone où il ne faut plus beau vivre. Vacciner, n'est pas vacciner, bon, ça m'est égal. Ces derniers temps, tellement qu'on est égorgé et tout. C'est seulement vaccin ou pas, bon, c'est le cadet de mes soucis, il faut l'avouer. Il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord manque de connaissances par rapport à cela. Il arrive également qu'il y ait certaines sectes religieuses qui arrivent à l'interdire. C'est comme ça que vous trouverez certains parents qui n'arrivent pas à libérer facilement leurs enfants. Mais j'estime en tant que parent et aimant ses enfants, on doit nécessairement les envoyer pour cette vaccination afin que ces enfants puissent être juste protégés et qu'ils grandissent à bonne et due forme. Aimer son enfant, c'est le faire vacciner. Nous sommes dans un pays où les épidémies sont encore fréquentes et donc il est plus criminel de refuser les vaccins aux enfants, surtout s'ils remplissent les critères, parce que pour le moment, on dit par exemple que pour avoir le vaccin anti-Ebola, il faut que l'enfant ait plus d'une année. Et si l'enfant a déjà plus d'une année et s'il est dans les dispositions de se faire vacciner, je ne vois pas comment un parent responsable pouvait s'y opposer. C'était là quelques réactions des habitants de Béni dans le Nord Kivu, épicentre de la 10e épidémie d'Ebola. Pour convaincre les parents de faire vacciner leurs enfants, le personnel sanitaire doit jouer un rôle de premier plan. C'est ce que reconnaît d'ailleurs le docteur Pouema Toussaint, médecin traitant au centre de santé Light à Lumumbashi en RDC. Notre correspondante Gabrielle Lina lui a demandé comment se passe la vaccination dans ce centre et comment convaincre les populations de se faire vacciner. Quels sont les critères pour bénéficier des vaccins offerts par votre hôpital ? Il n'y a pas vraiment de critères comme il faut dire, parce qu'en fait, le problème, c'est que, surtout, ce sont les enfants qui sont très vulnérables, étant donné que leur système immunitaire est immature. Alors, pour nous, d'abord, les enfants passent en premier. Deuxièmement, ce sont de femmes enceintes. Parce que vous savez que la grossesse prédispose aussi à une sorte d'immaturité. En fait, la femme qui est enceinte, c'est un organisme étranger qui se trouve en elle. Et donc, la femme, normalement, est susceptible d'agresser ses corps étrangers. Heureusement que les hormones jouent, la progestérone joue bien pour dire, bon, hein, il n'est pas venu pour agresser, essayer de tempérer tout ça. C'est comme ça que vous trouvez la femme, généralement, tombe malade, généralement, à cause de cette immunité physiologique qui est quand même déprimée. C'est comme ça que nous passons aussi les femmes enceintes en deuxième lieu pour qu'elles bénéficient de cette immunité. Néanmoins, toute personne est capable de venir prendre le vaccin. Actuellement, la médecine idéale serait la médecine préventive plutôt que la médecine curative. Néanmoins, si la personne tombe malade, il peut venir, là c'est la médecine curative. Mais actuellement, vraiment, nous visons surtout cette médecine préventive qui est l'accession à la vaccination et tout ça, le vaccin. Voilà. Est-ce que les parents adhèrent facilement au vaccin que vous leur proposez ? Dans nos milieux, surtout ici en Afrique, j'ai déjà appris cette histoire que ne donnez pas de vaccin pour nos enfants. Il semble que ce sont des microbes que vous leur donnez. Mais il faudrait donner une bonne précision, madame. C'est que un vaccin, c'est vrai, c'est un microbe que l'on donne, mais dont le pouvoir pathogène, le pouvoir de déterminer la maladie a été diminué dans des conditions de laboratoire, de sorte que la personne elle-même, ayant développé cette immunité, ces anticorps développés vont tuer ces microbes, mais la personne va garder la mémoire, va garder un arsenal de moyens pour combattre ces microbes au cas où ces microbes venaient à un autre moment. Et c'est comme ça qu'il faut vraiment bien expliquer aux parents. Mais quand vous expliquez aux parents que c'est un microbe qu'on leur donne, ils disent « Ah bon? Donc tout ce qui est microbe est pathogène, tout ce qui est microbe est nuisible. » Non, microbe veut dire tout être infiniment petit que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. Mais cela ne veut pas dire que microbe veut dire maladie forcément, non. Sinon alors le yaourt, on ne prendrait pas le yaourt. Dans le yaourt, ce sont des microbes. Mais ce sont des microbes qui nous sont salutaires, qui nous permettent la digestion de tout ça. Donc vraiment, franchement, il faut bien expliquer
expliquer aux parents que le vaccin, c'est un microbe, c'est vrai, mais ce n'est pas un microbe que l'on va donner pour nuire. C'est pour provoquer la personne, et la personne produit ses propres anticorps et qui vont rester pendant longtemps, et donc pour prévenir que cet enfant ne puisse plus faire la même pathologie. Quelles sont les maladies infantiles qui tuent les plus les enfants dans la ville de Lubumbashi et qui sont pourtant évitables grâce au vaccin? Ici surtout, il y a des maladies virales. Et vous savez que la plupart des virus n'ont pas de médicaments. Pourtant, nous pouvons, à partir de vaccins, nous pouvons arriver à prévenir que ces maladies ne viennent pas. Et que faites-vous, à votre niveau bien sûr, pour améliorer la couverture vaccinale dans une ville comme celle de Lubumbashi et aussi en RDC en général? Nous suivons le calendrier vaccinal tel que institué dans notre pays parce que nous ne pouvons pas déroger à cela. Nous remercions le docteur Pouema Toussaint, médecin traitant au centre de santé Light à Lubumbashi en RDC. Il était au micro de notre correspondante Gabrielle Nina. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Armand Guincap, a répondu à vos questions. Le docteur Guincap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. Bonjour docteur, je suis héritier Lusimba depuis la ville de Beni en province du Nord Kivu. Depuis que je suis né, voici 30 ans, à chaque fois que je tombe malade, l'on me parle de la fièvre typhoïde. Ce qui m'étonne encore, j'essaie de suivre les 5 moments clés du lavage des mains comme recommandé, mais sans succès. Que peux-je faire encore? La fièvre typhoïde, encore appelée maladie des mains sales, est une maladie infectieuse dont la contamination se fait essentiellement par voie orale. En plus du lavage des mains qui est indispensable, à savoir bien se laver les mains après sa toilette, avant de toucher les aliments et surtout bien se laver les mains avant de passer à table, il faut, pour éviter la fièvre typhoïde, absolument veiller à boire de l'eau potable ou de l'eau bouillie lorsqu'on est surtout en zone à risque. Comme autre mesure supplémentaire que je peux conseiller à Lusimba, c'est se faire vacciner. Se faire vacciner notamment s'il réside en zone à risque. Le vaccin antityphoïdique va lui conférer, grâce à une seule injection, une protection immunitaire contre la fièvre typhoïde d'environ 3 ans. Voici ce que je pouvais répondre à Lusimba, qui appelle depuis Beni, dans le Nord Kivu. Si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous vous informons également qu'il existe une version télé de ce programme. Elle est diffusée tous les mercredis sur la page Facebook de VOA Afrique et sur nos télévisions partenaires. Vous pouvez également regarder et télécharger toutes nos émissions sur le site web de VOA Afrique, voaafrique.com. C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la vaccination en République démocratique du Congo. Le 10 octobre dernier, les autorités congolaises ont inauguré un grand entrepôt de stockage de vaccins à 40 km de la capitale Kinshasa. Cet entrepôt devrait permettre d'augmenter la disponibilité des vaccins dans le pays. Dans la même mouvance, le ministère congolais de la Santé annonce un plan d'urgence pour vacciner au moins 220 000 enfants supplémentaires au cours des 18 prochains mois. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Michel Niembwe Kalala. Il est chargé de la surveillance au programme élargi de la vaccination de la RDC. Nous avons aussi écouté le témoignage de Pouema Toussaint, médecin traitant au centre de santé Light à Lubumbashi en RDC. Il nous a parlé de la vaccination dans son centre. Nous leur disons merci d'avoir participé à cette émission. Nous disons aussi merci à Firmin Koyaweda qui était là avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Un grand merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Béro Matanda à Kinshasa et Erikas Mouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Fredina Kaimet et de Carl Sterling qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Munezero et j'étais en compagnie de Mamadou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique.
Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.